Je revenais tout juste d'un voyage d'affaires d'une semaine à Austin. Le genre de voyage qui vous laisse l'esprit en ébullition et le corps courbaturé par les vols de nuit, les correspondances retardées et les longues réunions avec des hommes qui ne souriaient qu'à la signature d'un contrat. Le taxi m'a déposé à un pâté de maison de la maison. J'aurais aimé que ce court trajet me calme, que le calme de la maison s'installe avant de franchir la porte d'entrée. Les roues de mes bagages claquaient sur le trottoir, un bruit que je trouvais habituellement agréable. Mais ce soir-là, j'avais une sensation de lourdeur, comme si quelque chose m'attendait et que je n'étais pas prêt. Les lumières du porche étaient éteintes, mais la lueur intérieure m'indiquait que quelqu'un était à la maison. Sloan, ma femme, mon tout. Du moins, c'est ce que je pensais. La femme autour de laquelle j'avais construit ma vie, pour laquelle j'avais réorganisé mes carrières, manqué les vacances en famille, pris des heures supplémentaires juste pour financer ce rêve de boulangerie qu'elle avait abandonné au bout de 6 mois. Mais je ne me suis jamais plaint. Je l'aimais, n'est-ce pas? C'était ça, l'amour, un compromis. Accomplir les choses difficiles en silence et ne jamais compter les points. Je montai la dernière marche et posai mon sac juste à côté de la jardinière qu'elle oubliait toujours d'arroser. J'attrapai la poignée de la porte, prête à frapper, quand j'entendis sa voix. Ni étouffée, ni indistincte. Claire comme un glaçon à travers la fenêtre entr'ouverte du salon. Ne t'inquiète pas pour la dette de jeu. Ellie, je la ferai payer par Grayson. Il ne me dit jamais non. Les mots me glacèrent le long du dos comme de l'eau glacée. Je ne respirais plus. Je ne clignais pas des yeux. Je ne sentis même pas la poignée de ma valise glisser de mes mains et heurter le porche. Ellie, son frère. Le même Ellie qui avait failli me détruire 2 ans plus tôt, traînant mon nom dans la boue avec une fausse accusation qui avait failli me coûter mon emploi. Il m'avait coincé dans la salle de pause du bureau, à moitié ivre et se sentant prétentieuse, exigeant que je lui trouve un poste pour lequel il n'était jamais qualifié. Devant mon refus, il riposta par des mensonges. Une plainte, une enquête RH. Il fallut des mois et un enfer juridique pour me laver de tout soupçon. Et pendant tout ce temps, Sloan se tenait au milieu, me suppliant de ne pas envenimer la situation, m'implorant qu'il était simplement perdu, pas méchant. Je lui ai pardonné. Et maintenant, je restais là, à l'écouter non seulement s'allier à l'homme qui avait tenté de me ruiner, mais aussi m'utiliser. Me traiter comme un outil, une solution, un compte en banque, sa petite marionnette qui ne dit jamais non. J'ai senti la fissure avant de l'entendre. La fracture invisible dans les fondations de mon mariage. C'était doux, presque silencieux, mais ça m'a déchiré en deux. Je n'ai pas frappé. Je me suis retourné, j'ai ramassé mon sac lentement, comme un homme qui vient de se réveiller dans la vie de quelqu'un d'autre. La douleur n'était pas ardente. Pas encore. Elle était silencieuse, froide, sourde. Le genre de douleur qui ne hurle pas, qui murmure. On ne t'a jamais vu. Je suis redescendu les marches du porche, chacune résonnant plus fort que la précédente. Mon téléphone a vibré une fois. Sloan, se demandant probablement si j'avais atterri. Je n'ai pas regardé. J'ai continué à marcher. Au-delà de la haie que j'avais plantée. Au-delà de la boîte aux lettres que j'avais réparée l'automne dernier. Au-delà du trottoir. Des dessins à la craie laissés par l'enfant du voisin. Autrefois source de joie, un léger bruit désormais. Je suis monté dans la voiture et je suis resté assise, moteur coupé, les mains sur le volant. Mon cœur battait lentement et profondément. J'avais la bouche sèche, mais mon esprit, tournoyait. Cette voix, cette phrase, il ne me dit jamais non. Elle l'a dite avec assurance. Ni peur, ni culpabilité, mais confiance. J'ai démarré le moteur et j'ai reculé dans l'allée. Aucune destination en tête, aucun plan. J'ai juste roulé. Je suis passé devant des stations-service où je ne m'étais pas arrêté, devant des sorties de ville où je ne voulais pas entrer. Je n'ai même pas remarqué quand le soleil a disparu à l'horizon ni quand mon téléphone a finalement cessé de vibrer et s'est tu. Le GPS sur mon tableau de bord m'a demandé si je voulais un itinéraire. Je l'ai ignoré. Vers 2 heures du matin, j'ai vu le panneau indiquant l'hôtel Ocean View Lodge, un établissement côtier dont je n'avais jamais entendu parler, perché au bord des falaises, qui murmurait des promesses de détachement. Je me suis garé et me suis dirigé vers le comptoir d'enregistrement comme un homme dont le nom n'avait aucune importance. Grayson Lagne, ai-je dit à voix basse, mon vrai nom, m'y accrochant encore, même si j'avais l'impression d'être un inconnu.
La femme derrière le comptoir m'a glissé une clé sans faire d'histoire. Chambre 203, face à l'océan. Je n'ai pas défait mes bagages. Je ne me suis pas déshabillé. Je suis juste sorti sur le petit balcon et je suis resté là, laissant le vent salé me caresser le visage, les yeux fixés sur l'horizon qui se fichait de qui j'étais ou de ce que j'avais laissé derrière moi. C'est à ce moment-là que j'ai accepté. Je ne fuyais pas. Je me réveillais. Et je ne reviendrai pas. Pas encore. Peut-être jamais. La chambre sentait légèrement le sel et allait se cirer. J'ai laissé tomber mon sac près de la commode sans l'ouvrir et je me suis assis au bord du lit. Chaussures aux pieds, les yeux rivés sur les rideaux qui dansaient au gré de la brise marine qui s'infiltrait par la porte-fenêtre ouverte du balcon. Quelque part en contrebas, les vagues s'écrasaient rythmiquement sur le rivage. Chacune me rappelait que quelque chose de plus grand, de plus froid et de plus honnête que mon mariage avait toujours existé. Constant, implacable et impossible à manipuler. J'ai attrapé la télécommande et allumé la télévision, la laissant défiler des visages inconnus et des informations sans intérêt. Rien de tout cela n'avait d'importance. Je ne regardais pas vraiment. J'essayais de ne pas penser, mais en vain. La voix de Sloan résonnait dans ma tête comme un disque rayé. Ne t'inquiète pas pour la dette de jeu, Ellie. Je la ferai payer à Grayson. Il ne me dit jamais non. Jamais non. Je me suis levé brusquement, l'énergie montant en moi comme l'électricité statique avant la tempête. Mes doigts se crispaient et se desserraient le long de mon corps. Je me suis dirigé vers le petit bureau dans le coin, j'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté au Wi-Fi de l'hôtel. L'écran de connexion s'est allumé. J'ai saisi mes identifiants avec l'aisance de ma mémoire. En quelques secondes, j'ai eu accès à tous les comptes que Sloan avait consultés. Comptes courants communs, épargne, portefeuille. D'investissement, notre prétendu fonds d'urgence. Ça m'a frappé d'un coup. Je n'étais pas en colère. J'étais clair. Et Clarity a une étrange façon d'aiguiser tout ce qu'on croyait avoir émoussé par amour. Elle ne me voyait pas comme un homme. Elle me voyait comme une infrastructure. Fiable, silencieux, productif, jamais questionné, jamais nié, plus maintenant. Le premier transfert a été facile. 87 000 $ de nos économies communes vers un compte offshore privé que j'avais ouvert des années auparavant sur les conseils d'un client en cas de poursuite judiciaire ou de faillite. Je n'en avais jamais eu besoin jusqu'à présent. Je suis passé aux cartes de crédit, American Express, Visa, les cartes de magasin que j'utilisais rarement mais que je payais toujours. J'ai résilié celles qu'elle utilisait le plus. J'ai laissé les cartes à faible limite active. Elle ne s'en apercevrait pas au début. Il lui faudrait des jours avant de réaliser que sa carte Platinum allait soudainement décliner à mi-parcours. Puis sont arrivées les lignes de crédit. J'ai gelé la ligne de crédit hypothécaire qu'elle avait envisagée comme solution de secours pour des rénovations amusantes. Je l'ai verrouillée. Elle recevrait l'avis dans un jour ou deux, peut-être plus tôt, selon le désespoir d'Ellie. Et puis, le compte de placement joint. J'ai liquidé ma moitié, les discrètement transférés dans un portefeuille personnel dont elle ignorait l'existence. Le conseiller financier était le suivant. J'ai rédigé l'email avec soin et personnalisation, dans un langage que j'ai appris au fil des années de négociation de contrat. Veuillez retirer à Sloan Langford l'accès à tous les comptes listés. À compter d'aujourd'hui, elle ne détient plus d'autorisation fiduciaire. Les documents suivront sous peu. Aucune explication, juste de l'action. La touche finale a été subtile. J'ai changé les mots de passe de tous nos portails bancaires numériques. Pas juste changer, rediriger. Même si elle devinait les identifiants, cela la redirigerait vers une vérification à 2 facteurs envoyée uniquement sur le nouveau téléphone jetable que j'ai récupéré dans une station-service à la sortie de l'autoroute. Il était 4h12. En m'adossant au dossier de ma chaise, les yeux injectés de sang, mais le pouce stable, j'ai regardé autour de moi, simple, banal, passager, et je me suis senti plus à l'aise que chez moi depuis un an. Je repensais à toutes les disputes que Sloan et moi avions évitées. Sa façon d'esquiver les responsabilités avec aisance, de se sentir coupable avec grâce et de pivoter comme une politicienne quand les choses devenaient inconfortables. Je me souvenais de chaque fois où j'avais préféré la paix à l'honnêteté, le silence à la confrontation. Elle avait bâti un château sur mon dos, brique par brique, sans jamais se demander si le poids était trop lourd, pensant juste que je le porterais pour toujours. Et Ellie.
Ce serpent s'était glissé dans nos vies, avait planté ses crocs dans mon nom et s'en était sorti avec à peine une égratignure. Et Sloan, ma femme, la femme qui avait juré fidélité, se tenait à ses côtés, la main dans ma poche. J'ai vérifié mon téléphone. 5 appels manqués. 2 messages vocaux, un de Sloan, joyeux, prenant de mes nouvelles. Un autre de Marcus, mon ami et associé. Dis donc, je te dis juste que Sloan a appelé pour te demander de mes nouvelles. Ça va? Rappelle-moi. Je ne l'ai pas fait. À la place, j'ai ouvert un nouveau fichier et je l'ai intitulé « Dérive protocolaire ». Un nom que j'avais inventé il y a des années, quand je plaisantais à moitié en disant que si mon monde s'écroulait un jour, je disparaîtrais dans le vent. Ce n'était plus une blague. J'ai rédigé une liste de contrôles. Transférer des fonds, coche lourde. Obtenir un nouveau téléphone. Coche lourde. Annuler des cartes. Coche lourde. Notifier l'agenda. Coche lourde. Aucun contact initialisé. Coche lourde. Au matin, j'étais financièrement invisible. Pas juste disparu, fantôme. J'avais effacé mes empreintes numériques de tous les endroits où elles pouvaient me retrouver. Sloan ne l'avait même pas encore remarqué. Elle le ferait, et quand elle l'a fait, elle a réalisé que quelque chose de bien plus précieux que l'argent avait disparu. Son contrôle. Son hypothèse que je resterais toujours, que je paierais toujours, que j'obéirais toujours. Pas cette fois. Je me suis levé, je me suis étiré et j'ai marché pieds nus jusqu'au balcon. L'horizon changeait, teinté d'un rose et d'un orange pâle. Un nouveau jour, celui qui ne demande pas la permission. Je n'en avais pas fini. Loin de là. Mais ce n'était plus par vengeance que je me vengeais. Je récupérais mon nom, ma vie. Et Sloan ne le verrait pas venir avant qu'il ne soit trop tard. Je n'aurais jamais imaginé revivre de vieilles blessures avec autant d'acuité jusqu'à ce que, assis dans cette chambre d'hôtel, le soleil perçant l'horizon et ses rubans pâles, je réalise à quel point j'avais enfoui le souvenir de la trahison d'Ellie. C'était il y a 2 ans, encore vive dans ma mémoire, même si je me forçais à l'oublier pour Sloan. Maintenant, il me revenait, impitoyable et brutal. Tout avait commencé cet après-midi-là au bureau de Stanford. Je me souviens du crissement de la moquette sous mes chaussures alors que je descendais le couloir vers mon bureau d'angle. Porte en bois, plaque de laiton, havre de paix pour un homme qui se targuait de son contrôle. Mon téléphone sonna, un numéro inconnu. Je baissai les yeux. Pas de nom, juste des chiffres. J'hésitai, puis répondis. C'est Grayson Langford? D'une voix douce, sèche et professionnelle. Oui, dis-je en redressant ma cravate. Même si personne ne me regardait. J'appelle DRH. Nous avons reçu une plainte pour harcèlement contre vous. Vous devez venir immédiatement. Monker Batate Lachamad. Harcèlement? Moi? C'est moi qui avais refusé d'embaucher son frère, Ellie, pour un poste d'analyste débutant. Il était arrivé en retard à l'entretien, avait du mal à s'exprimer, ne pouvait pas répondre aux questions les plus élémentaires. Je lui dis que le PDG m'avait demandé de lui donner une chance. Mais après qu'il se soit embarrassé devant les associés principaux, je retirai l'offre. Sans rancune, me dis-je. Inadéquation professionnelle. Je ne l'avais pas contrarié. Et pourtant, j'étais accusé. L'enquête était floue. Le regard compatissant de mon patron, le mince sourire du délégué syndical, la lumière crue de la salle d'interrogatoire. Ils ont réécouté des emails que j'avais envoyés détaillant mes attentes en matière de performance. Ils ont déformé mes commentaires constructifs en quelque chose de sinistre. 2ES irresponsible. Tu n'as rien à faire ici. Des déclarations innocentes, mais maintenant transformées en harcèlement. Ellie a juré que je l'avais menacé, que j'utiliserais mon pouvoir pour l'intimider. Atra adorait cet angle. Il voulait une résolution rapide, et reconnaître ça. Faute était plus facile que d'attendre un procès. J'ai appelé Sloan dès mon retour. Sa voix au bout du fil était la seule chose qui m'a empêché de tomber à genoux. Ils essaient de me ruiner, avais-je dit, la voix tremblante. Et elle était mon roc. Elle m'a fait asseoir, m'a fait du thé et m'a aidé à respirer. C'est un membre de la famille, répétait-elle sans cesse, chaque syllabe comme une bouée de sauvetage. Il est perdu. Il admettra son erreur une fois que ce sera terminé. Je l'ai cru, alors j'ai laissé tomber. J'ai dit au RH de classer l'affaire. Je ne voulais pas de dispute publique.
Je ne voulais pas traîner le nom d'Élie dans la boue. Je ne voulais pas donner à mes collègues matière à commérage sur un homme inapte à diriger s'il ne pouvait pas gérer un problème personnel. J'ai capitulé, ravalé ma fierté, et je les ai regardés effacer ma plainte et balayer l'enquête sous le tapis. À l'époque, je me persuadais que le pardon était de l'amour. Mais c'était de la lâcheté déguisée en compassion. Je pensais protéger notre mariage, préserver l'harmonie familiale. Je pensais que la gratitude de Sloan compenserait l'humiliation. Au lieu de cela, cela a semé en Élie un sentiment de droit et un sens du devoir qui ont muté. Dans la présomption. Assis là, contemplant l'océan au-delà du balcon, je me demandais pourquoi j'avais pardonné si vite. Non pas parce qu'il était de la famille, mais parce que j'avais trop peur de me battre. Peur de la confrontation, de lui briser le cœur, de briser sa relation avec son frère. Je me disais que cela ne se reproduirait plus jamais, qu'elle me soutiendrait si cela se reproduisait. Mais j'avais tort. 2 ans plus tard, je réalisais le prix de ce choix. J'avais protégé la réputation d'Élie au détriment de la mienne. J'avais cru à la promesse de Sloan qu'il apprendrait la leçon, qu'il serait perdu, mais pas malveillant. Je lui avais donné toutes les chances de me défendre par la suite. Toutes les chances de se dresser entre son mensonge et ma réalité, mais elle avait choisi le silence. Quand je l'avais confrontée en privé, elle avait balayé la situation avec des mots apaisants et des baisers. « C'est aussi ton frère », avait-elle dit. Mais ce n'était pas mon frère. C'était un inconnu avec mon nom sur les lèvres et ma carrière dans le collimateur. Ces mois de convalescence avaient été une torture. Mon sommeil était agité, tourmenté par des cauchemars de couloirs de bureaux obscurcis par les rumeurs de ma mauvaise conduite. Mes collègues me lançaient des regards furtifs. J'avais perdu une promotion promise. Et chaque fois que je revoyais Élie par la suite, au dîner de famille, aux fêtes de Noël, il arborait ce demi-sourire suffisant, comme s'il croyait avoir gagné. Sloan ne s'était jamais excusé. Elle ne m'avait jamais demandé si j'avais reconsidéré ma décision de porter plainte. Elle était simplement passée à autre chose. J'ai caressé le bord de ma tasse à café du bout des doigts, sentant la céramique lisse sous ma peau. Ce souvenir me faisait mal, mais il nourrissait une résolution silencieuse. La trahison était double, la trahison évidente d'Élie et l'indifférence calculée de Sloan. Mon amour pour elle m'avait aveuglé sur sa complicité. J'avais supposé que son instinct la pousserait à défendre notre mariage avant tout. Au lieu de cela, elle avait toujours choisi son frère. J'ai pensé à prendre mon téléphone, l'appeler, exiger des explications, mais le son de sa voix serait un poison. J'avais déjà bloqué son accès. J'ai brouillé ses pistes. Le rapport de force avait basculé. Ses paroles n'auraient plus d'influence sur mes décisions. Elles ne pourraient plus outrepasser mes limites. Je me suis levé, j'ai mis l'ordinateur portable en veille. J'ai refermé le couvercle. La liste des tâches terminées brillait faiblement dans ma vision périphérique. Transferred effectuous. Cartes annulées. Agenda notifiée. Un léger réconfort dans un tourbillon de vieilles cicatrices. Demain, je recontacterai Kendra et commencerai à planifier la suite des événements. Il y avait des options juridiques que j'avais refusé d'explorer autrefois. Et maintenant, je les accepterai. Procès, assignation à comparaître, révélation publique. J'utiliserai la vérité comme une arme. Mais ce soir, je m'autoriserai à me souvenir. Pour honorer la version de moi qui a offert le pardon et pour reconnaître l'idiot naïf que j'avais été. Je suis retourné sur le balcon, j'ai inspiré profondément et j'ai regardé les vagues s'écraser sur les falaises en contrebas. Chacune se terminait dans l'écume et le recul, puis se reconstruisait sans hésitation. J'enviais cette persévérance acharnée. J'enviais son refus de céder aux obstacles. J'ai alors décidé que je serais comme ces vagues, inflexibles, inévitables, refaçonnant le rivage à mon image. J'ignorais ce que l'avenir me réservait, mais pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose de plus fort que la peur. J'ai ressenti de la lucidité. J'ai senti un but et j'ai senti le début d'un homme qui dirait enfin non. Non à la trahison, non à la manipulation, et non à la femme qui m'avait appris que le pardon était une faiblesse. Maintenant, le pardon me semblait une folie, et la seule voie à suivre était la justice. Et je la voulais. J'ai pris la route vers le nord le lendemain matin des transferts, laissant derrière moi l'océan et la façade bleu pâle de l'hôtel, suivant l'autoroute qui serpentait à travers des villages endormis et des étendues de pins.
Mon téléphone était silencieux sur le siège passager, et j'ai refusé tous les appels qui arrivaient. La sonnerie frénétique de Sloan, les SMS inquiets de Marcus, même les alertes de confirmation de la banque. J'avais besoin d'espace pour réfléchir clairement, pour respirer l'air frais sans que sa voix ne résonne dans ma tête. Vers midi, je me suis retrouvé dans l'allée gravillonnée du bureau de Kendra Ellis, à la ferme, la même où elle avait traité mes vérifications fiscales les plus complexes des années auparavant, à l'époque où elle était une avocate aux yeux brillants, convaincue que chaque chiffre avait une histoire. Son appartement avait la même apparence. Une grange rouge patinée par le temps, transformée en bibliothèque juridique. Des étagères tapissent les murs, un canapé en cuir cabossé dans un coin, et la lumière du soleil entrait par de hautes fenêtres. Kendra est sortie de derrière le bureau avant même que je ne mette les pieds à l'intérieur. Ses cheveux bouclés attachés en arrière, ses lunettes perchées sur le bout du nez, et ce regard perspicace qui m'avait autrefois fait avouer des erreurs financières que je ne savais même pas commettre. « Grayson », dit-elle d'une voix chaleureuse mais prudente. « Tu as une mine d'enfer. » Elle avait toujours été directe. Pas de bavardage, pas de compassion inutile. Elle traversa la pièce et me serra brièvement dans ses bras, puis recula pour examiner mon visage. J'y vis une curiosité mêlée d'inquiétude. Je me demandais ce qu'elle savait déjà. Je me suis affalé sur le canapé en cuir, lissant les plis de ma veste, même si le tissu était infroissable. « C'est pire que je ne le pensais », ai-je dit. J'ai entendu Sloan sur le porche. Elle avait promis de rembourser la dette d'Ellie avec mon argent. J'ai laissé les mots en suspens. Lourd comme du plomb. Elle a hoché la tête lentement, croisant ses longs doigts. J'ai continué. Ellie, tu te souviens de lui? Il a failli détruire ma carrière avec cette fausse plainte pour harcèlement. Il y a 2 ans, j'ai ravalé ma fierté et l'ai laissé tomber. Sloan m'a supplié. Elle a dit qu'il était perdu. Maintenant, elle me trahit avec la même brutalité. Le regard de Kendra s'est assombri. Elle s'est penchée en avant. « Dis-moi tout », a-t-elle dit, et je l'ai fait. J'ai résumé la conversation entendue. Les virements silencieux, les comptes bloqués et les notifications bancaires qui la tomberaient cet après-midi. Je lui ai parlé de mon sentiment d'invisibilité dans notre mariage, des longues nuits passées à concilier ses achats et ses dettes. J'ai exprimé ma colère, certes, mais surtout mon incrédulité, face à la façon dont la personne que j'aimais le plus pouvait si facilement instrumentaliser notre vie commune. Kendra ne m'a pas interrompu. Elle griffonnait des notes sur un bloc-notes, des pages cornées annotant des sections sur les abus financiers et la fraude conjugale. Quand j'ai eu fini, elle a posé le bloc-notes et s'est levée, se dirigeant vers les étagères. Elle a sorti un épais classeur tamponné « Audit judiciaire » et l'a feuilleté jusqu'à un onglet intitulé « Protection des biens matrimoniaux ». Elle est revenue s'asseoir en face de moi, plaçant le classeur entre nous comme une barrière. « Tu veux que justice soit faite ?» a-t-elle dit doucement. « Mais la justice coûte du temps, de l'argent et une certaine envie de se salir. Êtes-vous prête ?» Son ton n'était pas accusateur. Il était pragmatique. J'ai hoché la tête fermement. Je veux les deux. Je n'étais plus l'homme qui croyait que le pardon était synonyme d'amour. J'étais l'homme qui croyait que les conséquences enseignaient le respect. Elle ouvrit le classeur et trouva une liste de contrôles. D'abord, nous avons besoin de documents, relevés bancaires, emails, messages vocaux, tout ce qui prouve qu'elle savait qu'elle abusait des biens communs. Vous avez déjà enregistré sa voix. Parfait. Ensuite, nous assignons à comparaître les relevés financiers de la banque. Ensuite, nous déposons une demande d'ordonnance de protection temporaire pour l'empêcher de nouveaux transferts. Simultanément, nous rédigeons une demande de divorce avec une demande d'audience d'urgence. Nous soutiendrons que ces actes constituent un abandon financier. J'ai senti un nœud se desserrer dans ma poitrine lorsqu'elle a exposé le plan de bataille. Pour la première fois depuis que j'avais entendu sa voix sur ce porche, je me suis senti ancré. Kendra marqua une pause et me regarda d'un air entendu. « Il y a encore une étape, dit-elle, son épingle tapotant le bureau. Tu dois décider ce que tu veux vraiment de tout ça. L'argent peut être restitué. Les biens peuvent être partagés. Mais ton bien-être émotionnel, ta confiance, une fois brisée, sont plus difficiles à regagner. » Je réfléchissais à ces paroles, repensant aux nuits où j'étais restée silencieuse. Aux matins où j'avais forcé la gaieté pour les apparences. Ce sentiment de vivre en retrait de ma propre vie. Je veux reconstruire,
dis-je. Mais pas avec elle. Avec quelqu'un qui me considère comme plus qu'une ressource, quelqu'un qui comprend les limites. Kendra hocha la tête, refermant le classeur d'un claquement délibéré. Alors, on commence, dit-elle. Elle prit son téléphone et composa le numéro du service contentieux de la banque. Je suis Kendra Ellis, conseillère juridique de Grayson Langford. Nous exigeons les relevés complets d'activité de compte pour la période de juin à septembre de cette année, accompagnés des justificatifs pour tout transfert supérieur à 10 000 $. Tandis qu'elle parlait, j'ai ressenti une vague de pouvoir. L'autorité calme de sa voix contrastait fortement avec le désespoir que j'avais porté comme un manteau pendant des mois. Pendant qu'elle parlait, j'ai ouvert ma propre mallette et en ai sorti un dossier contenant l'enregistrement audio, les copies des confirmations de transfert et un accord contraignant rédigé en secret 6 mois plus tôt, me établissant comme seul propriétaire de nos biens communs. Je l'ai glissé sur le bureau. Kendra y a jeté un coup d'œil et a souri, un rare adoucissement de ses traits précis. Bravo, a-t-elle dit. Cela simplifiera les choses. À la fin de l'appel, un plan était en cours. Des assignations à comparaître seraient émises, des injonctions préliminaires déposées et le tribunal informé d'une audience de divorce d'urgence. Kendra m'a regardé, les yeux brillants d'un zèle professionnel. Demain, nous rédigerons les documents initiaux. Je m'occuperai de tout sur papier. Il suffit de rester concentré et d'éviter, elle m'a tendu un bloc-notes vierge. Notez tout incident ou communication ultérieure. Même les plus petits détails comptent. Nous avons passé l'heure suivante à détailler la chronologie, annotant chaque événement avec les dates, les heures et les témoins potentiels. J'ai avoué mes angoisses, ma peur d'être perçue comme ingrate ou vindicative, ou pire, que la famille de Sloan ne retourne l'opinion publique contre moi. Kendra m'a écouté sans me juger, puis m'a offert une vérité simple. Tu reprends ta vie en main, et le monde le respectera plus que tu ne le penses. Lorsque j'ai quitté son bureau, le ciel était devenu violet profond et les premières étoiles commençaient à apparaître. J'ai ressenti un frisson d'impatience, comme l'instant précédant le déclenchement d'une avalanche. La trahison et l'abus de confiance m'avaient mis sur cette voie. Maintenant, avec un allié de confiance à mes côtés, je savais que je pouvais traverser la tempête. En retournant à ma voiture, j'ai réalisé que demander justice ne consistait pas seulement à la punir. Il s'agissait de m'honorer, d'exiger que la vie que j'avais construite soit respectée, non violée. Je suis parti dans la soirée, la route devant moi éclairée par mes phares et une détermination renouvelée. Je n'ai pas regardé en arrière, non par dédain, mais par détermination. Le chapitre 4 était terminé, et le chapitre 5, quel qu'il soit, me trouverait prêt. Le premier matin après que Kendra et moi ayons quitté son bureau, je me suis réveillé avec un téléphone silencieux, plus lourd que jamais. Pas de message de Sloan exigeant des réponses, pas d'appel frénétique de Marcus, pas de notification bancaire, juste le vide. Allongé sur le matelas rigide de l'appartement loué, je fixais le plafond, traçant les lignes fines ou la peinture. C'était craquelé. À cet instant, j'ai réalisé que j'étais en territoire inconnu. J'avais officiellement disparu. Je me suis glissé hors du lit, prenant soin de ne pas déranger l'appartement désert, et me suis dirigé vers la fenêtre du salon donnant sur la ville. Les rues en contrebas s'éveillaient déjà. Des banlieusards avec des tasses à café, des camionnettes de livraison déchargeant des caisses de fruits et légumes, des joggeurs avec des écouteurs. La vie continuait sans moi. Une infime partie. J'étais triomphant, mais la majeure partie de moi-même était vide, comme si j'avais perdu une peau que je n'avais jamais eu l'intention de quitter. J'ouvris une petite porte-fenêtre du balcon et laissai l'air matinal m'éclaircir les idées. Le sel de l'océan persistait dans mes poumons, même à 80 mètres de profondeur. De retour à l'intérieur, je me préparais du café instantané dans une tasse ébréchée qui sentait légèrement l'eau de Javel. J'appuyai sur la messagerie vocale. Il y avait 7 messages. La voix de Sloan, tendue et paniquée, me demandait où j'étais, si j'avais atterri, si j'étais blessé. J'écoutais sans répondre. Son désespoir me résonnait maintenant comme les excuses d'un télévendeur après avoir raccroché. J'effaçai le premier message, puis le suivant, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Grayson, s'il te plaît, appelle-moi. Je t'aime. J'ai peur. Je n'y touchais pas. Je ne savais pas pourquoi. Je passai le reste de la matinée à rédiger des emails pour Kendra, une mise à jour sur le manque de contact,
mon intention de rester discret pour l'instant, et la confirmation que les tentatives frénétiques de Sloan n'avaient encore rien révélé de ma localisation. Je n'ai pas mentionné la culpabilité qui me tordait la poitrine à chaque fois que j'entendais sa voix, comme si sa peur était de ma faute. J'ai envoyé les emails et attendu sa réponse. Quand elle est arrivée, elle était succincte et professionnelle, me demandant seulement des copies des messages vocaux de Sloan et de ses relevés bancaires. Cela m'a calmé. J'ai tout transféré dans un seul PDF, puis j'ai fermé mon ordinateur portable. L'appartement me semblait trop spacieux pour une seule personne, alors j'ai décidé de m'aventurer dehors. J'ai enfilé un sweat à capuche sombre et un jean, j'ai attrapé mon portefeuille et le téléphone jetable que Kendra m'avait fourni, et je suis descendu. Je suis allé dans un café à 2 pâtés de maison, j'ai commandé un café noir et je me suis installé à une table d'angle avec vue sur la rue. Je ne savais pas trop ce que je cherchais. Peut-être un indice que Sloan était arrivé ou Kelly me filait. Mais je n'ai rien trouvé d'autre que le crépitement de la radio matinale et le sifflement des machines à expresso. Vers midi, j'ai remarqué une femme à la table voisine qui me regardait avec ferveur. Elle a regardé son propre téléphone tout en répétant quelque chose à voix basse. Elle a parlé dans le combiné. « Dis-moi où il est ou je te tuerai », sa voix tremblait. Je me suis penché en arrière, pensant à la non-sensibilité, mais mon cœur battait fort. Était-ce Sloan ? Je l'ai regardé rassembler ses affaires et sortir en courant. J'ai envisagé de la suivre, mais je me suis retenu. La discrétion était de mise. Si je la croisais ici, le nid de mensonges que je tissais se défrait trop tôt. Au lieu de cela, je suis retourné à l'appartement et j'ai vérifié la boîte aux lettres. Pas de lettres, pas de mots, seulement une facture pour une ligne téléphonique que je n'utilisais plus, que j'ai jetée à la poubelle. Alors que la lumière de l'après-midi filtrait à travers les rideaux, je me suis affalé sur le canapé et j'ai composé le numéro d'Ellie pour mon vrai téléphone, un acte impulsif que j'ai immédiatement regretté. Il a sonné 1 fois, 2 fois, puis est tombé sur la messagerie. Le message qui a été diffusé était coupé. « Dis donc, c'est Ellie. Si tu as besoin de moi, tu sais quoi faire. » Il a raccroché avant d'ajouter quoi que ce soit. La même arrogance qui alimentait tout. J'ai raccroché sans laisser de message. J'ai passé l'heure suivante à planifier les projets de Sloan sur une page de carnet, à esquisser l'agencement de nos maisons, l'emplacement des agences bancaires, et même les itinéraires qu'elle pourrait emprunter pour me joindre. Chaque chemin aboutissait à une impasse. J'ai réalisé que chacun de ces pas reposait sur des suppositions sur lesquelles elle ne pouvait plus se fier. L'argent avait disparu. Ma présence était obscurcie. Les certitudes confortables sur lesquelles elle comptait n'étaient que des illusions. Ce soir-là, j'ai regardé le soleil disparaître depuis le balcon. J'ai parcouru mes emails et j'ai vu la réponse de Kendra. Les assignations à comparaître avaient été signifiées, la banque s'y conformait et la date du procès était fixée au début de la semaine prochaine. Elle m'a conseillé de garder le silence radio jusque-là pour éviter tout faux pas qui pourrait compromettre nos dossiers. J'ai fermé l'email et rangé mon téléphone dans ma poche. Juste avant la tombée de la nuit, j'ai entendu ma ligne principale vibrer, un inconnu. Instinctivement, j'ai pris mon téléphone portable et j'ai répondu. Une voix déformée a murmuré « Vérifie le solde, Ellie ». Puis la ligne a été coupée. Je fixais le téléphone, l'esprit en ébullition. Ça pouvait être Ellie qui bravait les pistes, Sloan qui me lançait une provocation, ou quelqu'un d'autre, peut-être même Kendra, qui testait ma détermination. Peu importait. Le message était clair. Elle me regardait, elle complotait, et elle était assez proche pour semer le doute et la peur. Je glissai le téléphone dans ma poche et retournai à l'intérieur. Les lumières de l'appartement clignotaient sur mon visage dans les miroirs près de la porte. J'observais mon reflet, les yeux cerclés de rouge, les joues tirées, la mâchoire serrée. J'étais un fantôme, quelqu'un qui se définissait autrefois par sa présence dans une maison qui ne me semblait plus être la mienne. Mais j'avais du travail. J'avais un plan. J'ouvris mon ordinateur une dernière fois et tapai un bref mot à Marcus. Hors de la ville. On se rappelle la semaine prochaine. Pas d'excuses. Pas d'explications, juste des faits. J'avais péché. En fermant l'ordinateur, je sentis un changement. Comme un changement de direction de gravité, je ne courais plus. Jeme positionais. Chaque message vocal laissé par Sloan, chaque recherche frénétique ne faisait que confirmer. Sa profonde dépendance à mon égard était palpable. Et à chaque heure passée cachée,
je reprenais un peu plus de ma vie. La nuit s'installait sur la ville, les lumières scintillant comme des étoiles lointaines. Debout au balcon, le café froid depuis longtemps, je fermais les yeux. Demain, bataille judiciaire, assignation à comparaître et divorce seraient au programme. Mais ce soir, je m'autorisais un petit moment de triomphe. J'étais devenue l'artisane de ma propre disparition. Et, ce faisant, j'ai retrouvé une clarté que je croyais perdue à jamais. Et quelque part, Sloan m'écoutait. L'enveloppe atterrit sur le tapis rouge juste après l'aube. Son volume était inattendu et troublant. Je me suis réveillé au son familier de l'alarme de mon téléphone. Mais avant que je puisse l'éteindre, une nouvelle vibration dans ma poche m'annonça un SMS de Kendra. Préparez-vous à l'impact. Le document de fiducie et la note devraient arriver ce matin. J'ai souri en voyant son timing précis. Pas de surprise, pas de chaos. Puis je me suis glissé hors du lit et me suis habillé rapidement d'un jean et d'un pull sombre. L'air de Chicago était vif lorsque j'ai franchi le seuil du balcon, la ligne d'horizon se décolorant sous les premières lueurs. Mais le frisson d'anticipation m'a réchauffé de l'intérieur. J'ai récupéré le courrier, une pile de factures, une carte postale d'un organisme de bienfaisance que je n'ai jamais soutenu, et l'enveloppe lourde de manille que j'avais envoyée à Sloan. Aucun coup de retour, bien sûr. Il a été adressé à notre maison sous son nom de jeune fille, garantissant que cela atterrirait carrément entre ses mains tout en gardant mon implication anonyme jusqu'au moment où elle l'ouvrait. J'ai ramené le reste du courrier et j'ai porté l'enveloppe à mon bureau, résistant à l'envie de jeter un œil à l'intérieur. Le contenu n'était pas pour moi. Ils étaient pour elle. Au milieu du matin, la première ondulation de l'activité a commencé. Mon téléphone en brûleur a bourdonné un appel entrant à partir d'un numéro non répertorié. Je le laisse sonner. Inutile de répondre à un appel qui ne rappellerait que Sloan que j'ai toujours existé. Quelques minutes plus tard, la ligne primaire s'est allumée. Je l'ai ignorée, puis j'ai regardé l'icône de la messagerie vocale brillait. J'ai composé et j'ai pressé le jeu. Une voix frénétique, des Sloan incontestablement, s'étouffa. Grayson, veuillez vérifier votre confiance document. Cela pourrait tout expliquer. Je ne comprends pas. Son ton était un mélange de peur et de confusion, donc contrairement à la certitude dominante qu'elle a affichée quelques jours auparavant. Je me penchai en arrière sur ma chaise, fermant les yeux et laissant sa panique s'installer autour de moi comme de la brume. J'avais écrit la fiducie il y a 6 mois, assemblant tranquillement et méthodiquement les clauses qui m'ont accordé la propriété exclusive de nos actifs, maison, voiture, investissement, tout ce qu'elle supposait en copropriété. Elle n'avait jamais su qu'elle existait avant ce matin. J'ai souri. Elle ne verrait jamais la partie suivante à venir. Un deuxième message vocal a suivi presque immédiatement, cette fois du numéro de sa mère. Chérie, c'est ta mère. Je ne sais pas ce qui se passe, mais le fiduciaire m'a appelé. Nous devons parler. S'il vous plaît, Grayson, appelez votre belle-mère. La voix hésitante de sa mère parlait de blessure et de trahison plutôt que de colère, mais elle a tout de même piqué. Je n'avais jamais pensé que sa famille pourrait être attirée, mais c'était sur elle pour en empêcher la vie avec la leur en premier lieu. Alors que le soleil montait, les appels et les messages vocaux se multipliaient. Marcus, mon assistante, ses amis et même un avocat local qui les avait représentés une fois. Tous les messages laissés formulés comme des demandes douces et concernées. Je suis là si vous avez besoin de quelque chose. J'adorerais rattraper son retard. J'espère que vous êtes en sécurité. Je les ai supprimés un par un, savourant la gravité de chaque disparition. Chacun était une goutte dans le seau de conséquences auquel elle devait maintenant affronter. À l'heure du déjeuner, j'ai récupéré un email soigneusement composé de mon dossier de brouillon et l'ai envoyé aux adresses personnelles et de travail de Sloan. Il ne contenait que 2 phrases. Tu as dit que je ne dirais jamais non. Vous aviez tort. Tous les actifs sont transférés à ma seule propriété en vertu de l'accord de fiducie que vous venez de recevoir. J'ai frappé sans et fermé mon ordinateur portable, ressentant un étrange sentiment de libération alors que le message s'est envolé dans le vide numérique. Le reste de l'après-midi a été consacré aux détails. Je me suis connecté au compte offshore une dernière fois pour confirmer qu'aucun transfert inattendu ne s'était produit. Tout était exactement comme je l'avais prévu. Pas de retrait errant, non-obligation conjointe persistante, pas d'échappatoire qu'elle pouvait exploiter.
J'ai mis à jour mes feuilles de calcul et les ai exportées vers un lecteur sécurisé, puis je les verrouillais derrière plusieurs couches de cryptage. Dans des moments comme ceux-ci, la discipline ressemblait à un bouclier contre le chaos qu'elle avait créé. À 15h17, j'ai entendu des pas dans le couloir devant ma porte. Ma fréquence cardiaque s'est accélérée. L'instinct m'a dit de l'ignorer, mais la curiosité m'a épinglé en place. J'ai glissé de ma chaise et je me suis dirigé vers le coup de pied. À travers le petit cercle de verre, j'ai vu Sloan, ses cheveux ébouriffés, les yeux rouges des pleurs, et dans ses bras une lasagne en verre couverte. J'ai reconnu la forme. Elle l'a serrée à sa poitrine comme une bouée de sauvetage. Je me suis reculé, fermant la porte silencieusement avant que son cou ne puisse tomber sur mes oreilles. Je ne voulais pas la regarder. Je ne voulais pas ressentir sa douleur. J'ai alors réalisé que la miséricorde et la vengeance pouvaient coexister dans la même personne, mais la pitié n'avait pas sa place dans ma remise en état. Je ne voulais pas la voir cassée. Je le voulais pour absorber tout le poids de ses actions sans distraction. Ces 3 coups frénétiques résonnaient à travers l'appartement. J'ai regardé le plat sur le porte-clés alors qu'il secouait côté à côté. Chaque coup pas un témoignage de son désespoir. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas répondu. Je suis juste resté là. Le silence dans le couloir aussi épais que la culpabilité qu'elle portait. Après une minute qui ressemblait à une éternité, ses sanglots ont franchi la porte. Un son brut et guttural qui m'aurait attiré dans différentes circonstances. Mais pas maintenant. J'ai fermé les yeux et je me suis détourné, en me concentrant plutôt sur les coordonnées de ma nouvelle vie disposées sur le tableau blanc à travers la pièce. Lancement d'une nouvelle entreprise, Secure Office Buy, retraite de leadership en 2 semaines, temps libre en 1 mois. Chaque plan, chaque puce, un pas au-delà de sa portée. Au moment où elle est partie, ses sanglots s'étaient estompés dans un gémissement lointain. J'ai attendu 5 minutes avant de vérifier le coup de pied. Le couloir était vide, mais le plat de lasagne est resté. Je suis sorti, je l'ai récupéré et je l'ai placé sur le comptoir dans le cuisine. L'odeur d'ail et de sauce tomate a rempli l'air. J'ai regardé la note manuscrite collée au sommet. Grayson, s'il vous plaît. Nous pouvons résoudre ce problème. Je t'aime. J'ai décollé la note et l'ai laissée tomber à la poubelle. J'ai réchauffé une portion de la lasagne, je me suis versé un verre d'eau et je me suis assis sur l'îlot de cuisine en mangeant en silence. La sauce riche était réconfortante, étrangement, et j'ai réalisé que même dans les pires trahisons, de petits actes de soin pouvaient rester sincères. Mais la sincérité méritait le respect, et non l'exploitation. Ce soir-là, je me suis habillé pour un dîner calme avec un investisseur potentiel, quelqu'un entièrement lié à mon drame personnel. J'ai répété mes points de discussion en regardant dans le miroir. Contact oculaire régulier, posture confiante, objectif clair. Je n'avais pas besoin de Sloan pour me définir ou ma réputation. J'étais dans tous les sens mon propre homme maintenant. Avant de partir, j'ai jeté un coup d'œil au plat de lasagne et j'ai senti un bref ping de culpabilité qui s'est rapidement dissous en résolution. Certains ponts, une fois brûlés, n'ont plus jamais pu soutenir une traversée. Et certains les gens, après avoir recueilli trop de faveurs, doivent apprendre à se tenir debout ou à couler sous le poids de leurs dettes. J'ai attrapé ma mallette et verrouillé la porte de l'appartement avec un calme délibéré. Alors que je descendais l'ascenseur, j'ai senti le couloir s'élargir, le monde plus vaste. Les échos de la voix de Sloan ont été remplacés par le bourdonnement des possibilités qui attendent à l'extérieur. Cette nuit-là, j'ai dîné sous un éclairage de restauration doux, lançant de nouvelles entreprises avec précision et fusée. Mon rire était authentique, mon objectif ininterrompu. J'ai réalisé que tout ce que j'avais perdu dans mon mariage, tranquillité d'esprit, confiance, partenariat, pouvait être reconstruit dans des endroits où l'intégrité comptait plus que la commodité. Et comme je toastais à mon avenir, j'ai reconnu la vérité. Certaines portes devraient rester fermées, certaines voies abandonnées à jamais, mais chaque fin a tenu la promesse d'un nouveau départ. Et j'étais déterminé à suivre ce chemin selon mes propres termes. J'ai d'abord réalisé que quelque chose n'allait pas lorsque j'ai ouvert ma boîte de réception pour trouver un email urgent de Kindra intitulé Des drapeaux rouges et l'historique des transactions. Mon cœur a sauté, imaginant le pire, mais j'ai forcé mes doigts à ouvrir l'attachement. C'était là, une feuille de calcul méticuleusement annotée traçant chaque parfum qui avait traversé nos comptes conjoints au cours des 2 derniers mois.
Il y avait des dépôts et des retraits que j'avais orchestrés dans mes transferts de chambre d'hôtel. Oui. Mais ensuite, il y a eu 3 grandes sorties inexpliquées totalisant 72 000 $, toutes étiquetées aide, et chacune débattre de mon compte soi-disant gelé. Ma poitrine se resserrait en regardant les chiffres. J'avais pensé que j'avais couvert chaque point de sortie, crypté chaque mot de passe, bloqué chaque échappatoire, et pourtant elle avait glissé. Sloan avait éloigné plus d'argent de mes comptes à mon insu, remboursant les dettes de son frère bien avant même que je connaisse les totaux. C'était exaspérant. C'était humiliant. C'était la preuve qu'elle avait planifié sa trahison depuis des mois, pas des heures, comme je le croyais à l'origine. J'ai appelé Kendra immédiatement et j'ai déversé ma frustration. Elle écouta tranquillement, puis répondit régulièrement. Nous les signalons comme des transferts non autorisés. Nous déposons une réclamation auprès de la banque. Nous incluons le document de confiance que vous avez envoyé et la note de voix enregistrée comme preuve qu'elle a sciemment utilisé des actifs conjoints. Je me tenais dans ma cuisine d'appartement vide, le téléphone pressé vers mon oreille, comme si la trahison de Sloan elle-même faisait écho au comptoir. Au cours de l'heure, Kendra avait déposé les documents, un affidavit détaillé, les verrous de la transaction bancaire, l'accord de fiducie prouvant ma seule propriété et ma déclaration sous serment. Puis vint l'assignation du planificateur financier de Sloan et la déposition prévue pour la semaine suivante. Alors que Kendra a géré toutes les manœuvres juridiques, je me suis préparé mentalement pour l'audience, une confrontation que j'avais craint une fois, mais que j'avais maintenant envie. Parce que cette fois, la vérité gagnerait. Au jour de l'audience, j'ai senti un étrange calme s'installer sur moi. Je suis arrivé au palais de justice dans un costume sur mesure qui reflétait ma détermination. À l'intérieur de la salle d'audience emballée, j'ai vu le visage de Sloan se transformer d'un sang-froid confiant pour la panique trahie lorsque le juge a appelé l'affaire. Kendra se tenait à mes côtés, dossier à la main, une forteresse silencieuse d'expertise. Lorsque le représentant de la banque a pris la parole, il a expliqué la piste papier. Transfert le 1er juillet, le 14 juillet et le 28 juillet, chacun pour 24 000 $ étiquetés pour payer un tiers identifié comme ED, correspondant au compte bénéficiaire du frère de Madame Langford. Le juge hocha la tête et j'ai regardé la couleur de Sloan. Puis Kendra a contre-interrogé son planificateur financier, qui a témoigné que Sloan avait personnellement autorisé les transferts qu'elle pensait faire partie d'une obligation commune. Mais lorsqu'il a été confronté aux documents de confiance, il a admis qu'il ne l'avait jamais vu parce que Sloan ne l'a jamais divulgué. La tension dans la pièce était électrique alors que je me levais pour parler, le cœur battant mais la voix stable. Votre honneur, l'accusé prétend que j'ai promis de couvrir ses dettes. Pourtant, il n'y a pas d'accord écrit, pas de signature, pas de consentement documenté, seulement ces mots. Et en droit financier, les mots sans documentation ne détiennent aucun poids contre les protections statutaires des accords de confiance. Le gave est tombé avec une finalité que je me sentais profondément dans mon cœur. Procès-verbal plus tard, le juge a statué en ma faveur. Les transferts non autorisés ont été inversés en totalité. Les fonds sont retournés sur le compte offshore et le frère, Eli, son nom complet maintenant attaché au rapport de fraude par carte de crédit, a été officiellement poursuivi par le service juridique de la banque. J'ai exhalé un souffle que je ne savais pas que je tenais. De l'autre côté de la salle d'audience, Sloan s'est assis immobile, déchiré ligne, mais il ne reste plus de mots pour justifier ses actions. Ses amis et sa famille, qui avaient une fois plaidé pour la compassion, la regardèrent maintenant sous le choc. Leur loyauté mal placée s'est évaporée. Alors que nous sortions, Kendra se pencha et murmura, « La justice n'est pas une vengeance. C'est la restauration. » J'ai hoché la tête, sentant que le poids de chaque tromperie se levait de mes épaules. À l'extérieur, l'air d'été était différent, plus léger, presque sucré. J'ai réalisé qu'en refusant de porter des accusations contre Eli il y a 2 ans, j'avais planté les graines pour se comptabilité. Redisserver ma propre valeur. Se tenait pendant qu'elle me trahissait, puis a eu le culot de suggérer que je manquais de compétences en communication. De façon frontale pour fermer ce chapitre selon mes propres conditions. Ce vendredi soir, j'ai garé ma voiture dans le trajet circulaire de leur pelouse bien entretenue et ajusté le col de ma chemise boutonnée noire. J'ai senti milieu sur moi. Des voisins se promenant devant les portes de fer à tige, des phares distants traînant le lecteur. Pourtant, j'ai avancé dans un but constant. À l'intérieur,
Le sol en marbre du foyer brillait sous un lustre en cristal. La mère de Sloan, Claudia, m'a salué avec un sourire tremblant qui n'a pas atteint ses yeux. Son père, Robert, a offert un signe de tête raide derrière un groupe d'orchidées. Leur maison sentait la lavande et l'argent ancien. Ils m'ont permis de faire des couloirs bordés de portraits de famille, de souriants Pâques, de Noël parfait, de graduation formelle, de l'image conjurée de l'unité maintenant creux dans mon esprit. Dans la salle à manger, Sloan était assis au centre de table, flanqué de ses parents et Ellie. La table a été réglée avec de la chinoise fine, chaque marqueur de place brodé avec nos initiales en or. Je laisse mon regard balayer sur l'endroit où mon nom était assis. Plus la mienne, vraiment, puis s'est reposée sur le visage de Sloan, enseigné avec regret. Elle se leva en entrant, voix petite. Merci d'être venu. J'ai hoché la tête vivement, mes yeux dérivant vers les papiers de divorce et une élance enveloppe calée à côté de son assiette. Là, autant un invité que l'argenterie, son père s'éclaircit la gorge, faisant un geste vers la chaise vide en face de lui. Ellie, a-t-il dit, la soirée concerne la réconciliation. Peut-être pouvons-nous commencer par reconnaître, vous avez vacillé sous mon regard. En reconnaissant que des erreurs ont été commises, je me suis assis, pliant mes mains sur mes genoux. Ellie m'a coûté ma carrière, dis-je tranquillement. Et Sloan m'a coûté ma confiance et mon argent. Le silence tomba comme une pierre. Claudia pâle, serra le bord de la table. Grayson, nous sommes désolés. Désolé, j'ai interrompu, voix basse, mesurée. Désolé n'inverse pas les transferts non autorisés. Désolé ne répète pas la réputation de la course à travers les RH. Désolé ne rétablit pas les lignes de crédit gelées. Désolé, n'écassasse pas le vœu. Mes mots résonnaient dans le plafond élevé. Ellie se déplaça inconfortablement, le regard fixé sur sa serviette. Je ne lui ai jamais demandé de le faire. Il balbutia. Elle l'a fait seule. Seule? J'ai répété comme rétrécissant de la même manière qu'elle l'a fait lorsqu'elle m'a plaidé de laisser tomber des accusations contre vous. Ellie burst. Je suis désolé, mais ça est tombé sans attendre. Sloan leave les papiers de divorce. Nous pouvons négocier un règlement, a-t-elle dit, exprimant brittle. Je veux travailler quelque chose. J'ai pris l'enveloppe, j'ai souri sans chaleur, et je l'ai placée devant sa mère. Pas de règlement, ai-je dit. Tout est déjà à moi sous la fiducie. Vous pouvez négocier avec l'avocat. Je vais gérer les documents. La table est tendue. Mon assiette est restée non consommée lorsque l'air crépitait. La mère de Sloan tamponna les yeux. La voix de Claudia trembla. Mais c'est notre maison. Votre famille. Famille, j'ai fait écho. La famille n'arme pas l'amour. La famille ne traite pas le mariage comme un guichet automatique. La famille se protège, pas les bénéfices de la trahison. L'amchoira de Robert s'asserra. Vous auriez pu nous le dire. Je me suis penché en avant. Vous n'avez pas demandé. Vous avez choisi de croire sa version. Vous ne vous êtes pas demandé lorsqu'elle a retiré des fonds étiquetés pour des dettes de jeu. Vous n'avez envoyé des textos condoléances que lorsque j'ai disparu. Mon regard est allé à Sloan. J'ai essayé le silence, le pardon, la confiance. Chaque fois que vous vous êtes tous rangés du côté de moi. Je rose, chaise grattant. Je ne suis pas ton fils, dis-je, firme vocale. Je ne suis pas ton ami. Je suis un homme que vous avez autorisé à être utilisé. J'ai glissé l'enveloppe des papiers de divorce au centre de la table. Je garde ce qui est à moi. Puis je me suis retourné et je suis reparti, des bottes faisant écho sur le marbre, devant les chambres stupéfaits, des visages, à travers le foyer et dans la nuit. À l'extérieur, l'air humide m'a frappé comme la liberté. Je me suis penché contre ma voiture, les yeux fermés, la poitrine soulevée de soulagement et de colère résiduelle. La maison ornée resta silencieuse derrière moi, les lumières se graissant. J'ai réalisé que je ne ressentais aucun regret. J'avais récupéré mon dignité. Les gens qui prétendaient m'aimer avaient essayé de me briser. Je les ai laissés responsables de leur propre conscience. Alors que je m'éloignais, les portes du quartier cliquant sur moi. J'ai pensé au pont que j'avais brûlé, un peu irrévocablement, oui, mais nécessaire. Je ne me suis pas fait d'illusions sur l'avenir. Mon nom pourrait être mentionné dans les potins de famille, dans les chuchotements à Charity Gale, mais ces mondes ne m'inquiètent plus. J'étais émergé ininterrompu.
J'ai tiré sur l'autoroute sous un ciel lavé avec des étoiles. Le prochain tronçon de route a conduit à mon nouveau bureau, ma nouvelle vie, et j'ai ressenti l'accélération des possibilités fredonner sous mes pneus. Le chapitre 8 s'est clôturé derrière moi, aussi irrévocable que le dernier clic de cette nuit de la porte d'entrée. Les marches du palais de justice étaient étrangement familières alors que je les descendais ce matin-là, non pas en tant que pétitionnaire cette fois, mais en tant que spectateur dans ma propre vie. Les gros titres avaient déjà révolutionné le divorce et le cas de fraude, et les potins ont percuté les réseaux sociaux. J'ai porté un simple costume gris et pas de cravate, vouloir paraître non bautré mais composé. Sous cet extérieur calme, j'ai porté le poids de chaque regard public, chaque question chuchotée. Pourquoi l'a-t-il quitté? N'était-il pas déjà assez riche? Je me suis glissé dans un café calme de l'autre côté de la rue, j'ai commandé un expresso et je me suis installé dans un cabine d'angle avec une vue claire de l'entrée. Mon téléphone a vibré avec des notifications. Des amis tendent la main. Collègues offrant des condoléances. Les partisans de Sloan me décrient comme un opportuniste sans cœur. Je n'ai pas supprimé les notifications. Laissez-les regarder. Laissez-les se demander ce qu'ils ne savaient pas. En face de moi, j'ai déplié l'impression de l'enregistrement audio que Kendra avait divulgué. Les propres mots de Sloan admettant, il ne me dira jamais non. Il était devenu viral hier après-midi, transformant la sympathie publique de sa faveur à la mienne en l'espace d'un cycle de nouvelles. J'ai tracé mon doigt le long de la transcription, se souvenant de la coupa dans sa voix, la confession qui avait scellé sa chute. À ce moment-là, j'ai réalisé à quel point la vérité pouvait être puissante lorsqu'elle est utilisée correctement. Un barista a place mon espresso sur la table. J'ai hoché la tête en remerciement et j'ai pris une gorgée. Amer, fort, mais revigorant. J'ai atteint mon cahier et j'ai commencé à noter des idées pour la marque de ma nouvelle entreprise. Intégrité d'abord, construite sur la confiance. Des slogans qui auraient autrefois été un cliché se sentaient désormais élémentaires. Chaque mot que j'ai écrit était un engagement envers l'homme que je voulais devenir. Un contrepoint à l'homme qui avait autrefois toléré la trahison. Le matin du matin, j'ai entendu la cloche au-dessus de la porte du café Jingle et j'ai levé les yeux. La mère de Sloan, Claudia, est intervenue, les yeux gonflés, saisissant le plat de lasagne que j'avais ramené après notre dernier dîner. Mon cœur a sauté, non pas avec le désir, mais avec la reconnaissance de la distance à laquelle nous étions tombés. Elle m'a vu et a hésité, puis s'est approchée. Grazon, dit-elle tranquillement, une voix entre sa culpabilité. J'ai fait un geste vers la chaise vide en face de moi. Elle s'est assise, a posé le plat sur la table et a rabordé les mains. Je voulais retourner ceci, commença-t-elle, serrée à la gorge. Je suis vraiment désolé pour tout. Je n'ai jamais cru qu'elle irait aussi loin. Je l'ai regardée, en voyant une femme prise entre l'amour pour sa fille et la dure réalité de ses choix. Votre fille a choisi son chemin, dis-je uniformément. Souhaitez-vous que les dommages n'ont pas réussi? Après son départ, j'ai nettoyé mon cahier et emballé la transcription audio. Plus calme, comme si le monde s'était de nouveau déplacé. Je me suis tenu, j'ai placé quelques factures sur la table et je me suis dirigé vers le soleil de midi. Sur le trottoir, je me suis arrêté et j'ai regardé les fenêtres du café, ma réflexion vacillant aux côtés des clients dont la vie est passée sans moi. J'ai réalisé que je n'avais pas regardé en arrière une fois. Dans notre ancienne maison, à nos souvenirs, je n'en avais pas besoin. Ce qui comptait était en avant. Le lancement de la nouvelle entreprise le mois prochain. Le loft loué au-dessus du bureau. L'équipe que je me réunissais de gens honnêtes. Les clients que je protégerais de la tromperie parce que je connaissais trop bien son pouvoir. Je me suis rendu à ma voiture et j'ai conduit vers mon nouveau bureau au centre-ville de Chicago. La ville fredonnait autour de moi. Chaque klaxon et pas au pas un rappel que la vie était en mouvement. J'ai senti le bourdonnement résonner en moi. Le chapitre 9 n'était pas seulement des conséquences. Il s'agissait de résurrection. J'ai jeté un coup d'œil au plat de lasagne, toujours perché sur le siège passager, et j'ai souri faiblement, un rappel que même dans l'épave des vieux ponts, de petits actes de bonne volonté restent possibles. Et comme la ligne d'horizon est apparue, des tours de verre brillants au soleil de l'après-midi, je savais que j'étais exactement là où je devais être, reconstruire non seulement une entreprise, mais une vie fondée sur la vérité, le respect et les frontières incassables. J'étais à mi-chemin de ma routine du soir,
proposant les vêtements de demain, en examinant le projet final de notre proposition d'investisseur et en préparant un pot de thé à la camomille quand je l'ai entendu. Un coup doux à ma porte. Au début, je me figeais, la bouilloire à la main, comme si le son lui-même portait le poids de chaque mensonge et promesse brisée des 6 derniers mois. Ma poitrine s'est resserrée et j'ai senti l'écho familier de la bobine de trahison dans mon intestin. Je n'ai pas bougé. J'ai simplement écouté. Prepare. Pause. Frappé. À travers le coup de pied, j'ai vu le visage de Sloan. Les yeux rouges et vitreux, les lèvres tremblantes, les cheveux doivent être comme si elles coulaient. Elle tenait quelque chose pressé contre sa poitrine sous une serviette pliée. J'ai reconnu la forme instantanément. Un plat de cuisson. Lasagna. Probablement sa façon préférée de me joindre une fois. Je me suis abaissé contre la porte, le cœur battant avec un mélange de pitié et de résolution. Un troisième coup est venu, plus provisoire, comme si elle craignait que j'aurais pu disparaître complètement. Le vieux moi aurait pu se précipiter vers la porte, le cœur bondissant d'espoir et de regret, prêt à pardonner une autre transgression, mais cet homme était parti. Je laisse le second s'étirer dans un calme inconfortable. Le coup s'est arrêté. Les pas ont reculé dans le couloir. Je me détournai et ferma les yeux, laissant le bourdonnement régulier du système de CVC de l'appartement remplacer l'écho d'elle s'il vous plaît. Les derniers mois avaient été un flou des audiences de la salle d'audience, des enquêtes policières sur la fraude délit, chuchoter des ragots parmi son cercle social et des réunions sans fin avec Kendra pour finaliser ma nouvelle structure d'entreprise, une entité fondée sur la transparence, l'intégrité et le respect. J'ai appris à chérir le silence sur la manipulation, les frontières sur la commodité et la vérité sur la trahison. Je me dirigeais vers le comptoir de la cuisine et me versais un verre d'eau, regardant l'ondulation du liquide doré alors que je m'appuyais contre le marbre surface. Le plat de lasagne était lourd dans ma paume, un artefact d'une vie passée, où la nourriture réconfortante symbolisait l'amour. Maintenant, il symbolisait la confiance mal placée de chaque faveur que j'avais étendue qui avait été utilisée contre moi. J'ai placé le plat sur le comptoir à côté de la pile du courrier non ouvert, des avis du palais de justice, des invitations à des allocutions sur l'éthique financière et une seule lettre de Marcus annonçant la date d'ouverture officielle de notre bureau de Chicago. Je coule sur un tabouret de bar, traçant la bague de condensation sur le verre avec mon doigt. La nuit était tombée à l'extérieur, les lumières de la ville scintillaient comme des constellations par les fenêtres du sol au plafond. J'ai pensé à la vie que nous partagions autrefois dans cette vieille maison. Petit déjeuner au lever du soleil, longue conversation sur le porche, rêve tissé sur des bouteilles de vin. Tout cela avait été réel, ou du moins je le croyais. Mais au moment où je suis parti, ces souvenirs ont été entachés, révélant des fissures que j'avais ignorées trop longtemps. Une voix dans ma tête chuchota. Certaines personnes ne frappent qu'après avoir brûlé le pont. Je l'avais dit une fois avant, et je l'ai encore dit maintenant dans mon souffle. Un mantra, une leçon. J'ai pris une gorgée d'eau et j'ai fermé les yeux. Laissant le calme de Coolcom me laver. La proposition des investisseurs résidait sur mon bureau, les pages marquées de mon parchemin, développe la clientèle, met en œuvre la transparence d'audit, associe à des entreprises avec des entreprises axées sur l'éthique. Ma vision de la nouvelle entreprise n'était pas seulement une question de profit. Il s'agissait de créer un espace où la confiance n'était pas négociable. Je voulais être le leader dont j'avais toujours besoin, quelqu'un qui appréciait l'honnêteté au-dessus de la commodité, l'intégrité au-dessus de l'opportunité. Demain, je présenterai cette proposition à un panel de capital risqueurs à Miami. J'avais travaillé sans relâche pour ce moment, fabriquant le modèle commercial, rassemblant une équipe d'anciens collègues qui partageaient mes valeurs, négociant des bureaux dans la boucle et garantissant des clients pré-lancement prêts à garantir notre approche. Cette entreprise témoignerait de ce qui peut sortir des cendres de la tromperie, une entreprise plus forte et plus transparente. J'ai à nouveau jeté un coup d'œil au plat de lasagne, puis de retour à l'horizon de la ville. Dans le calme de mon appartement, j'ai senti que les bords des vieilles blessures commençaient à sceller. J'ai réalisé que la miséricorde et les limites ne s'excluent pas mutuellement. Je pouvais ressentir de la compassion pour la douleur de Sloan sans abandonner les garanties que j'ai construites autour de mon cœur. Je pourrais reconnaître ses remords, même si je doutais de sa sincérité, tout en maintenant ma détermination à avancer sans encombre. Dans le couloir à l'extérieur de ma porte, les lumières scintillaient. J'ai imaginé ses pas, hésitants, désespérés,
cherchant une porte qui s'ouvrirait, mais son coup était terminé, et j'avais choisi le silence. Je m'étais choisi, je me suis tenu et j'ai récupéré mon manteau du placard, le drapant sur mon bras. Le plat de lasagne est resté sur le comptoir, non perturbé. Je l'ai ramassé une dernière fois, examinant la flexion du fromage croustillant sur les bords. Je l'ai glissé dans la petite poubelle et fermé le couvercle, avalant un nœud d'émotions contradictoires. Une partie de moi a pleuré ce que nous avions autrefois. Une plus grande partie de moi a célébré la liberté que j'avais récupérée. Éteint les lumières, je suis entré dans le salon et ramassé ma mallette. C'était plus lourd que je ne me souvienne, un symbole tangible de mes nouvelles responsabilités et ambitions. J'ai cliqué sur la fermeture et je l'ai glissé sur mon épaule. Avant de partir, je me dirigeais vers la porte du balcon, je me suis arrêté et j'ai regardé le bâtiment de l'autre côté de la rue. La fenêtre d'un voisin était allumée, révélant une silhouette lisant un livre. La vie a été aveugle au drame silencieux à huis clos. La ville a pulsé d'histoires de trahison et de rédemption. Mais mon histoire changeait son dernier chapitre ce soir. J'ai fermé la porte du balcon, ne laissant que le bourdonnement de la nuit et la promesse de l'aube. En descendant l'ascenseur, j'ai réalisé que je n'étais plus l'homme qui devait frapper aux portes pour récupérer sa valeur. J'étais l'homme qui a mis les clés sur le comptoir, est parti et n'a jamais regardé en arrière. Lorsque les portes du hall se sont ouvertes, je suis entré dans l'air frais de la nuit et j'ai pris une profonde inspiration. La rue était calme, le monde indifférent à mes choix. Pourtant, à ce moment-là, je me sentais invincible. Un homme qui avait transformé sa plus grande trahison en son plus grand la force, dont les limites étaient incassables, dont la vérité était indéniable. Et alors que je me dirigeais vers la voiture qui m'emmènerait à l'aéroport et à la prochaine étape de mon voyage, j'ai porté avec moi une clarté que je n'avais jamais connue auparavant. Certains ponts ont autrefois brûlé la lumière du chemin vers de nouveaux horizons plutôt que le chemin de la maison.